mon écran de présentation. Le sujet est extrêmement important parce que, comment dire, les banques, hier, donc on avait une introduction de Nizar Yahish que il insistait sur l'importance des institutions financières dans le développement économique de l'ensemble des pays dans le monde. Et on ne peut pas avoir une croissance économique sans pour autant avoir un bon système financier qui le soutient. Donc, c'est quelque chose d'important. Comment les banques dans le monde essayent d'évoluer, comment les banques dans le monde essayent de progresser, c'est un des sujets sur lesquels les banques en Europe et puis en Amérique du Nord travaillent pour développer le business et essayer d'être dans le marché encore et encore, parce que bon, comme on le sait, dans tout domaine, si on ne s'adapte pas, on peut mourir. Donc l'agenda, ça sera donc premièrement, je vais vous faire une petite introduction sur ce que c'est l'environnement bancaire aujourd'hui et puis toute la conjoncture face auquel sont les banques. Quelques indicateurs pour montrer comment les banques sont aujourd'hui et puis quel est leur état de santé. Et puis une petite définition de l'open banking pour un petit peu planter le décor pour savoir de quoi on parle. Pourquoi les banques vont adapter cette stratégie d'open banking et puis la stratégie de l'APIisation de leur système d'information. Et puis quelle est la différence entre une banque classique et puis l'open banking tel que les banques le voient aujourd'hui. Comment on va définir une stratégie SI, une architecture SI basée sur les API. On va faire une macro view, on va pas y aller dans le détail, c'est pas le but de cette présentation. Et puis, si on veut mettre en place une stratégie d'APIisation, quels sont les principaux principes? Et puis, juste une petite idée sur la régulation et l'APIisation. Il y a quelques normes qui sont en train de de se définir, quelques pays qui ont défini les normes de l'APIisation pour essayer de réguler cette thématique et puis orienter les banques pour que ce soit pas lancé dans tous les sens. Donc, les régulateurs, et surtout en Europe, sont toujours interventionnistes et essayent de toujours contrôler toutes les initiatives bancaires vu leur impact par rapport à l'économie. Je vais pas évoquer, parce que bon, si on parle de stratégie, on peut parler des 5 forces de Michael Porter et puis analyser l'ensemble de l'environnement. Je vais pas le faire, je vais juste me focaliser sur un petit aspect qui est la concurrence et le contexte économique. Donc la concurrence, telle qu'on le sait tous depuis un certain moment, on a l'émergence des fintech. Les fintech, ils ont commencé à manger quelque part de marché des bancaires. Ils ont tout à l'heure, on a eu la présentation d'Inès qui parlait aussi des crypto-monnaies et toutes ces initiatives. Donc, les fintechs, ils sont dans la crypto-monnaie aujourd'hui, ils sont dans quelques activités bancaires, ils se sont introduits dans l'activité bancaire. On a en France une banque qui s'appelle Nickel, qui a été rachetée par BNP Paribas. À la base, c'était une fintech qui a travaillé sur un marché de niche. Les solutions de paiement, aujourd'hui, il y a une émergence énorme de solutions de paiement par des fintechs. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité, il y a quelques restos aujourd'hui dans le monde et à Paris même. Vous vous installez, vous prenez votre commande et lorsque vous allez payer, au lieu d'appeler le serveur et qu'il vienne après avec son terminal pour payer, il y a des QR codes dans les tables. Il suffit juste de présenter votre mobile, votre QR code, et puis derrière, vous autorisez le paiement et le paiement s'effectue directement. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a une émergence énorme de ce type de paiement dans beaucoup de restaurants en France et partout dans le monde. Il y a une solution de paiement aussi sur
du QR code aussi chez Franprix. Hein, donc, vous présentez la somme totale. Donc, Franprix, avec la terminale, il lit le QR code de la somme euh, des achats et puis derrière, vous autorisez directement le paiement. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'initiatives autour des solutions de paiement par les fintechs et donc, de facto, ça mange des parts de marché des bancaires. Hein. Les GAFA aussi, les GAFA, il y a énormément d'initiatives aujourd'hui. Les GAFA, ils veulent même devenir des banques et des banques mastodontes aussi. Donc, ils ont aussi mangé des solutions de paiement aussi, hein, des parts de marché, PayPal, Alipay, Apple Pay, ainsi de suite, tout ça. C'est extrêmement agressif. Hein. Donc, il y a Facebook qui veut créer aussi sa propre monnaie et puis ce sera peut-être même une catastrophe, peut-être pour l'ensemble du système monétaire dans le monde. Il y a aussi les régulateurs qui ont aujourd'hui accentué énormément de normes suite à la crise en 2007-2009. Ils ont extrêmement serré des boulons pour sécuriser le système bancaire. Donc, du coup, il y a par exemple les normes IFRS 9 qui a eu un impact assez important sur les coûts de risque des banques. Il y a les ratios de liquidité exigés maintenant par la Banque centrale européenne qui demande aux banques d'avoir un ratio assez important de réserve de liquidité pour qu'elles fassent face au risque des, de bankruptcy. Donc voilà, de tout ça. Donc le contexte de régulation est un contexte extrêmement contraignant pour les banques. Néanmoins, bon, aujourd'hui, il y a quelques initiatives de régulation qui sont aujourd'hui même devenues des opportunités pour améliorer les ratios de toutes les banques. Donc voilà, face à ce marché extrêmement compétiteur et puis derrière de compétition, pardon, et une régulation assez accrue, les banques doivent s'adapter, ils doivent trouver une nouvelle stratégie business, un nouveau business model. Et ça fait 10 ans qu'elles sont en train plutôt de cogiter autour de ça. Aujourd'hui, il y a 2-3 ans, elles sont venues avec cette stratégie de l'open banking qui va peut-être bousculer et puis changer structurellement le milieu et l'environnement bancaire et le business d'ailleurs. Donc, pour continuer avec cet environnement, c'est juste pour vous dire pourquoi les banques sont dans l'obligation de changer. Donc, vous voyez un petit peu dans ces années-là, par exemple, le ratio du risque sur le total bilan, les coûts de risque explosent d'une manière assez importante entre 2018 et 2020. La crise financière de 2007 à 2009, vous voyez un petit peu le coût de risque qui est devenu à des ratios extrêmement importants et donc du coup extrêmement risqué pour les banques. Le coût de risque, voilà, ça rapporté au PNB, vous le voyez, c'est la même chose dans la crise financière 2007-2009, il était élevé et ces derniers temps, ça s'accroît d'une manière assez visible. Le return on asset, vous le voyez aussi, il baisse. Le return on equity aussi, pendant ces années, il baisse. Pendant la crise financière, on n'en parle même pas. Donc, il y avait même une chute assez drastique de ces ratios-là. Les PNB, vous le voyez aussi clairement, hein, ces années-là, ils baissent d'une manière assez importante. Donc, face à tout ça, si on ne change pas, peut-être, voilà, le business disparaîtra. Donc, vraiment, une nouvelle stratégie, un nouveau business model. Et comme je le disais, le business model aujourd'hui qui est plus ou moins à l'orientation de toutes les banques, c'est l'open banking. Maintenant, c'est quoi l'open banking? L'open banking, c'est au-delà de cette définition, hein, donc je vous laisse le temps de la lire calmement, c'est les banques doivent s'ouvrir à vous pour permettre à leurs clients d'avoir des services au-delà de leurs services classiques bancaires et accéder à d'autres services ou d'autres compagnies de services via leur plateforme.
et puis aussi permettre à tout autre service provider d'accéder aux services bancaires quand le client le souhaite. Donc, voilà, c'est un monde ouvert des deux côtés. Donc, je suis client de la banque, je peux avoir un service autre, je suis client d'une autre société, je veux via cette société-là y accéder à un service bancaire, j'ai la possibilité de le faire. Voilà. Ça, c'est en gros, d'une manière assez simple, la définition de ce que c'est que l'open banking. Donc, et puis pourquoi? Voilà, c'est ce que si les banques ont souhaité ou se sont fixé une stratégie d'y aller vers ce type de business model, pourquoi elles ont choisi ça? Donc, premièrement, ça peut croître les performances financières des banques. Donc, c'est améliorer le business actuel et classique. La banque, c'est ramener à notre business via cette possibilité à offrir à leurs propres clients un autre service provider, et donc du coup faire une facturation avec un pourcentage si la transaction se termine. Et puis améliorer aussi les performances opérationnelles des banques, la réduction des coûts, hein, la paysation, on va le voir quand on va évoquer l'architecture, comment ça va faciliter la maintenance, comment ça va faciliter la mise en place des projets, la mise en place des services supplémentaires, et donc il y a vraiment un gain de coût extrêmement important via la paysation, hein, parce que ça devient beaucoup plus facile de faire évoluer le système d'information. Et Dieu sait, aujourd'hui, et il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent dans des banques aujourd'hui, et vous savez très très bien combien c'est lourd de faire la moindre petite évolution dans les systèmes d'information assez anciens et assez archaïques, entre parenthèses. Améliorer le time to market aussi, hein, donc voilà, le time to market qui est toujours le dada de toutes les banques. C'est voilà, quand on est dans un système concurrentiel, il faut vraiment qu'on soit time to market. Si je suis 10 ans après, ça y est, le produit n'est plus d'actualité. Si je suis extrêmement en avance aussi, c'est pas bien, parce que peut-être le client et le consommateur n'est encore pas prêt pour consommer. Donc du coup, vraiment, c'est être en time. Euh, Améliorer l'expérience client aussi, parce que via l'apaisation, la digitalisation, il y a des customer journeys qui seront beaucoup plus faciles, un parcours client qui sera beaucoup plus agréable. Donc, du coup, l'expérience client s'améliore, et une fois que l'expérience client s'améliore, on aura forcément un client satisfait, ne serait-ce que par l'usage du service bancaire, et donc, du coup, un client fidèle, et ça contribue à garder le business classique. Améliorer, donc, comme je disais, la satisfaction client, et puis anticiper les besoins des clients, parce que avec cette digitalisation, apaisation, et puis un conteneur de données assez important, on améliore la manière avec laquelle on analyse les données. Donc, on peut analyser et anticiper les besoins clients en fonction des données disponibles. Voilà. Ça, c'est des points qui sont extrêmement importants, à mon avis, pour le pourquoi de cette stratégie d'apaisation et d'open banking. Il n'y en a pas que ça, hein, ça c'est juste à titre d'exemple, mais il y en a énormément de raisons qui motivent les banques pour y aller vers ce type de configuration. Donc, ça, c'est une petite idée de ce que c'est que l'open banking comparé à l'ancien modèle du business des banques. Donc, le business des banques, peut-être qu'on saviez, peut-être qu'on le connaît, c'est un business classique. On a un client qui veut un produit bancaire, voilà, il va à l'agence, ou il va sur le site web, il se connecte, il veut des prêts,
il appelle son conseiller, voilà, il discute avec lui, puis derrière, il finit son besoin ou via le net ou via l'agence. Et c'est très cloisonné, c'est que des services bancaires. Et même parfois, ces services bancaires, pardon, ne sont pas interconnectés entre elles. Parfois, sincèrement, c'est tellement siloté. Quelqu'un qui veut un prêt, c'est pas le même qui va prendre. Euh, Plutôt, c'est celui qui veut un prêt bancaire pour un achat immobilier. Parfois, s'il veut un autre prêt bancaire pour un achat de voiture, il n'est pas face aux mêmes personnes ou aux mêmes services de la banque pour avoir deux types de prêts qui sont à la base le même service bancaire. Euh, donc, face à tout ça, donc les banques, là, comme je le disais, elles se sont euh, organisées pour définir une stratégie qui est l'open banking. Tel que je le disais, l'open banking, c'est quoi? C'est que j'ai des clients, mes propres clients, et après, comment faire pour euh, récolter ou avoir les clients des autres providers. Et comment permettre à mon client aussi, via mon service bancaire, d'avoir d'autres services et puis améliorer in fine mes résultats en ayant un pourcentage de la transaction chez le tiers. Donc voilà, un client avec des autres services providers, les API qui sont au milieu. Je veux un produit bancaire, je fais le produit bancaire. Je veux autre chose. Une fois que j'ai fait voilà, par exemple, une simulation d'un prêt bancaire, d'un achat de voiture, derrière, c'est la banque qui me propose donc un API pour y aller voir chez quelques concessionnaires de voitures, le type de voiture que je souhaite avoir, ainsi de suite. Et puis derrière, regarder si je me connecte, par exemple, je ne sais pas, sur un, chez Audi, c'est chez Mercedes, et chez autres. Donc, du coup, et je choisis ma voiture. Derrière, je définis mon besoin et je serai contacté par le concessionnaire et je finalise cette vente-là. La banque gagne doublement. Premièrement, sur le prêt qu'elle a proposé au client et deuxièmement, un pourcentage de la transaction. La même chose si j'étais dans mon compte pour regarder mes comptes et puis derrière, c'était l'idée pour voir si j'ai de l'argent pour organiser mes prochaines vacances. Je vois directement que l'application bancaire me propose quelques sites opérateurs et donc du coup je me connecte pour faire une transaction de booking d'hôtel et je finalise la transaction. La banque aussi gagne en pourcentage par rapport à ça. Donc, voilà. L'idée étant donc de maximiser les revenus et de donner au maximum l'opportunité aux clients d'avoir un système ouvert. C'est une stratégie extrêmement agressive qui une simple, une réponse assez concrète à la violence de la concurrence. Je m'exprime, on a les GAFA qui sont aujourd'hui partout dans tous les business, ils ont des données de partout, ils ont toutes nos données pratiquement, et ils se contentent pas, pardon, d'avoir que ces données et que des services qu'ils ont historiquement offerts, mais plutôt ils sont en train de s'organiser pour être dans des banques, pour être euh, dans l'immobilier, pour être dans la monnaie, pour être partout pratiquement. Et donc, du coup, si on les laisse agir sur le monde ouvert avec cette opportunité d'avoir l'ensemble des business et des usages des consommateurs, pratiquement, on va faire disparaître tout type d'industrie et tout type euh, de services et on n'aura que 3, 4 fournisseurs dans le monde entier. Et imaginons la catastrophe si on aura une monopolie sur l'ensemble des besoins pour 3, 4
providers dans le monde. Donc voilà. Donc c'est une réponse assez concrète de la part des banques pour agir sur ces aspects et ne pas laisser le marché bancaire et les autres marchés se faire manger par ces GAFA. Donc si on se dit ça, comment les banques peuvent s'organiser pour mettre en place un système d'information? Comme je disais tout à l'heure, c'est un schéma assez macro. Le but, c'est pas de vous donner une stratégie SI, une architecture SI assez détaillée, parce que tellement de différences entre une banque et une autre, et tellement une différence entre un système et un autre, et puis c'est extrêmement compliqué de définir une stratégie SI, une architecture très très fine. Le principe étant, tel que je le disais, j'ai mon propre système, donc j'ai mes propres clients. Je fournissais un service à mes propres clients via une architecture SI assez ancienne. Comment je m'adapte pour offrir le reste avec mon système d'information. Donc le client, il a un ensemble de services. Il se connecte pour avoir ces services-là. Il fait appel donc via des API à notre système d'information qui offre des fonctionnalités par appli ou par regroupement d'applis. Et donc, je permets via l'IT, via mon SI, de traiter cette demande-là. Et aussi, je permets aussi, via mon IT, de stocker l'information client via un big data assez important qui me permettra après, derrière, d'analyser des données. Après, il y a une complexité assez importante parce que si cette partie-là, qui est un front client, entre guillemets, assez simple à définir parce que c'est de la nouvelle technologie in fine et de facto, notre système d'information est assez ancien et la legacy dans toutes les banques, c'est un système extrêmement ancien et très très difficile à interfacer avec toutes les nouvelles technologies et extrêmement coûteux de le changer dans sa globalité. Donc le but étant, c'est pas de le changer from scratch parce que l'investissement est tellement important et le retour en investissement serait extrêmement faible, voire nul, voire négatif même si on le fait d'une manière agressive. Du coup, l'idée aussi, c'est d'avoir ses propres API en interne pour que cette nouvelle technologie et ses fonctionnalités IT interfacent avec le système legacy pour stocker les données dans la legacy, avoir les données de la legacy, permettre à la compta d'avoir l'information, permettre à la finance d'avoir l'information et tout ça. Donc, il n'y a pas que ça, donc il n'y a pas que nos propres clients, il y a les autres clients aussi, comme je disais, des third parties service providers, qui se connectent via ces mêmes API, donc, du coup, pour avoir accès à nos services bancaires. La même chose aussi pour les utilisateurs internes, je ne sais pas, comme je disais, finance, compta, risque et autres, contrôle de gestion et toutes ces fonctions support d'une banque. C'est la même chose. Leur usage, c'est des services. C'est peut-être pas les mêmes services que les clients, dont le client a besoin, mais c'est d'autres types de services. Donc, ils se connectent aussi pour avoir accès à un service donné en fonction de leur usage. Ils interfacent via les API donc, à notre système d'information et via les API au legacy system aussi pour que derrière aussi tout se synchronise. Donc, tout est basé donc, à un système extrêmement ouvert sur des API et sur des services et que derrière, quel que soit l'usage, que ce soit un client interne ou externe ou un client de la banque même, donc des fonctions de support, pardon, qui veut avoir besoin d'un autre type de service. Donc, c'est une couche service, une couche API, une couche après fonction IT d'un système legacy ancien et peut-être des
des fonctionnalités IT encore aussi anciennes qu'on upgrade petit à petit. Et donc, les banques, comme je disais dans le slide, ils vont agir comme des API providers pour tout type de clients, direct ou indirect. Et l'usage de ces API va être activé et pour les clients internes et pour les clients externes. Tout ça n'est pas sans risque parce que s'ouvrir et et donner la possibilité à l'extérieur d'accéder à vos services et à vos données vous met en risque de cybersécurité. Et d'ailleurs, sans ça, toutes les banques sont en train de faire face à un risque accru de cybersécurité. Pardon. Et tout l'enjeu, c'est de comment sécuriser des données et des systèmes déjà sur le système classique et comment le faire sur le nouveau système qui est par définition très très ouvert. Donc c'est un enjeu extrêmement important, majeur de sécuriser les données, les services et les clients de la banque. Donc, en parallèle à cette stratégie d'APIisation, une refonte assez importante de la stratégie de sécurité est assez primordiale pour la survie des banques. Donc, une fois qu'on s'est dit, on connaît l'intérêt, on a un petit peu une idée de comment est l'architecture d'un futur SI d'une banque, et comment répondre à ses besoins et à cette nouvelle stratégie business des banques. Donc voilà, comment on peut avoir des critères pour mettre en place une stratégie d'APIisation. Donc, la première chose auquel il faut répondre, comment ajouter de la valeur aux clients. On fait pas de l'APIisation pour faire de l'APIisation, c'est pas un effet de mode d'y aller vers l'APIisation, c'est le client first, voilà, le client first, customer first, c'est la première chose. Un business n'existe que s'il y a un client. Après, c'est quoi la valeur ajoutée une fois qu'on a répondu? Quelle est la valeur ajoutée qu'on donne aux clients? Quelle est la valeur ajoutée qu'on va avoir au sein de la banque? Donc, tel que je l'ai dit dans l'introduction, premièrement, c'est l'amélioration des finances de la banque. Donc, premièrement, donc via un client satisfait, via un client ayant les bons services et avec la facilité nécessaire. Donc, c'est un client très, très satisfait qui peut rester. Et donc, du coup, et qui peut nous ramener aussi d'autres clients. Hein. C'est le facteur de satisfaction client est le facteur le plus suivi par les banques. Et un client satisfait, il ramène beaucoup plus de clients qu'une stratégie de marketing très, très coûteuse. Donc, il peut nous ramener aussi d'autres clients et comme ça, on peut accroître le business actuel. Et puis, via les nouveaux aussi services qu'on offre, on va bien évidemment améliorer les finances de la banque parce que voilà, les incomes vont s'améliorer avec ces nouveaux business que les banques pardon, n'offraient pas et que ne pourraient pas offrir par elles-mêmes, mais plutôt avec cette opportunité de nous donner l'accès à d'autres services providers. Donc, elle fait de la facturation. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. C'est comment dire, assez évident. Comme je vous disais, il y a la réduction des coûts, donc une mise en place d'API qui fait appel à des fonctionnalités IT, c'est extrêmement moins coûteux d'avoir des applications de partout et avec une difficulté assez importante d'interconnecter les applications. La maintenance est largement moindre et puis la mise en place des évolutions est
assez moins coûteuse. Aussi, donc, l'amélioration des process internes de la banque et, in fine, amélioration des coûts. Hein, donc, accès à des données d'une manière très, très facile, une analyse beaucoup plus profonde, beaucoup plus accurate en anglais. Je n'ai pas trouvé de mot en français. Il n'y a pas d'ailleurs de mot équivalent en français. Donc tout ça, ça agit forcément sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des banques. Et comme je disais, in fine, la réduction des coûts, hein, la réduction de coûts d'un coût, l'amélioration des performances business d'un autre coût, fait que derrière, les marges des banques s'amélioreront d'une manière évidente. La troisième question qu'il faut qu'on se pose avant de définir cette stratégie, est-ce que notre système IT est prêt ou capable de mener cette stratégie, cette transformation-là? Donc, comment je vais interagir avec l'ancien système de legacy, tel que je l'ai présenté tout à l'heure dans le schéma d'architecture? C'est une des questions majeures auxquelles toutes les banques aujourd'hui sont obligées à traiter. Donc, dans toutes les banques aujourd'hui, chez BNP, j'ai d'autres collègues qui sont ailleurs, chez Société Générale, Crédit Lyonnais, et ainsi de suite, on est vraiment face à cette problématique majeure. Comment on modernise notre système d'information tout en gardant un système legacy assez compliqué, assez ancien, et comment on interfacer avec les deux. La sécurité, comme je le disais tout à l'heure, est un point majeur. Donc, comment définir une stratégie de cybersécurité assez importante qui va répondre à cette opportunité d'ouvrir les systèmes et les données à d'autres usages et utilisateurs. Donc, comment on répond? Quelle serait la couche supplémentaire à mettre en place? C'est des questions assez structurantes auxquelles les banques doivent répondre. Puis derrière, les compétences. Parce qu'on ne peut pas y aller vers une technologie moderne sans avoir les compétences nécessaires au sein de la société. Donc, si je n'ai pas ces compétences, comment faire pour upgrader les skills, les ressources internes, ou faire appel à des ressources externes via des forfaits avec des sociétés spécialisées sur le sujet, ou bien ramener des gens qui sont compétents sur ces problématiques et thématiques pour qu'on connaisse la possibilité d'y aller vers ces stratégies. Donc, si j'ouvre une petite parenthèse sur ce sujet, la ressource humaine, la compétence humaine est la base pour mettre en place toute évolution digitale et particulièrement toute évolution vers la paysation. On a l'avantage et puis l'opportunité, nous, Tunisiens, d'avoir ces skills-là. On a énormément d'ingénieurs qui sont up-to-date avec toutes ces technologies. On a énormément de personnes qui ont fait et des formations académiques et des expériences professionnelles sur ces thématiques. Et sincèrement, nous avons tous les moyens humains, si on a la volonté derrière d'y aller vers ça, de réussir une telle stratégie. C'est la base de tout ça. C'est toute l'évolution technologique, c'est une évolution basée sur des modifications et des évolutions de code, de programmes qui sont faits par l'être humain.
On n'a pas besoin des robots je sais pas, d'une complexité, des robots qui partent dans le ciel. On a besoin des lignes de code avec une technologie assez facile dans sa conception, mais complexe surtout dans la mise en place. Et ces ressources, donc, on les a. Donc, si demain, on a la volonté et on a nos banques en Tunisie qui ont la volonté d'y aller vers ça, sincèrement, on sera loti des bonnes ressources pour le faire. Après, la dernière chose, donc si je mets en place ça, quel est le retour en investissement? Quel est le retour en investissement? Parce que c'est très important de mettre en place une stratégie, c'est très important de savoir que si je suis capable, mais si c'est pas rentable, à quoi bon le faire? Je prends quelques minutes pour juste, comment dire, insister sur l'importance d'y aller ou pas vers une stratégie d'open banking, d'APIisation. Pour les banques tunisiennes, hein, pour les banques européennes, certes, ils vont y aller vers ça. Et elles n'ont pas le choix parce que, tel que je le disais tout à l'heure, l'environnement économique, il est tellement mouvant, et puis derrière, l'impact sur les résultats des banques, il est tellement évident que si elles définissent pas une autre stratégie business, le business bancaire classique va disparaître, et in fine, les banques, même si elles sont énormes aujourd'hui, les grosses, vont disparaître. Donc maintenant, est-ce que les banques tunisiennes ont intérêt d'y aller ou pas? Vu leur taille, parce que on n'a pas les mêmes tailles de banques en Tunisie qu'en Europe, qu'en France particulièrement ou autre. Euh, je dirais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation parce que sincèrement, la digitalisation dans le niveau bancaire aujourd'hui, elle est tellement basique, et si on a tous fait appel à un service bancaire, on sait très très bien combien on a été frustré quand on fait appel à ça. Donc du coup, sincèrement, c'est assez, comment dire, assez évident qu'aujourd'hui, on a d'autres chantiers à mener pour la digitalisation euh, des banques en Tunisie. Néanmoins, euh, c'est une opportunité extrêmement importante de s'ouvrir au monde extérieur et précisément à l'international. Euh, Parce que permettre aux banques tunisiennes d'offrir des services via des API, via des applications qui sont ouvertes à tout le monde, ça pourrait nous amener même des clients étrangers qui peuvent amener de la devise et contribuer à l'amélioration de la santé de l'économie tunisienne. Ça pourrait être même le tourisme financier. On a créé le tourisme classique, tourisme de santé, et on peut créer le tourisme financier, et c'est pas via euh, des paradis fiscaux ou autres, mais plutôt via des services bancaires et des services même autres disponibles via ces banques-là. Donc, toutes les banques en Tunisie, et puis même d'une manière beaucoup plus, plus importante, donc la politique financière en Tunisie, doivent vraiment réfléchir autour de cette thématique-là pour savoir comment on pourrait avoir ces stratégies-là pour que derrière, amener de la valeur, et pour la banque en elle-même et pour l'économie dans sa globalité. J'ai j'ai vu comment dire, dans les analyses de quelques banques à l'étranger, au-delà des banques européennes, hein, parce qu'elles sont dans le move, et ça, il n'y a pas de souci. Je prends un exemple des Émirats Arabes Unis, Dubaï, pour ne pas la nommer, qui est à la pointe toujours des technologies. Aujourd'hui, les banques à Dubaï, je ne vais pas les nommer, il y en a deux, trois banques
qui ont pu mettre en place pratiquement 90% de leur système d'information en API. Donc 90% de leur système d'information en API, ça veut dire qu'une capacité de s'ouvrir à l'extérieur assez importante et qui pourrait amener de la valeur et de l'amélioration des ratios financiers d'une manière extrêmement importante. Et on sait tous quelle est l'importance de la plateforme financière à Dubaï et qu'est-ce qu'elle est en train d'amener comme croissance sur le PIB de l'Émirat. Aujourd'hui, donc le PIB de l'Émirat et de Dubaï surtout, il est beaucoup plus enrichi par la plateforme financière que le pétrole ou le tourisme. Donc voilà. Si nous, un petit pays de 11 millions, 12 millions d'habitants, on souhaite concurrencer le monde via des services qu'on pourrait offrir, c'est vraiment cette partie-là est une partie extrêmement importante, est une opportunité si on souhaite, si on souhaite investir. Le retour sur investissement, il est tellement évident que sincèrement, ça serait dommage, pour ne pas dire un autre mot, de ne pas y aller vers ça. Donc, je pense que c'est un petit peu ma conclusion hein, pour dire comment la Tunisie pourrait exploiter cette opportunité pour améliorer notre économie et nos ratios dans l'économie tunisienne. Bon, à la fin, c'est juste une petite idée sur les régulateurs, qu'est-ce qu'ils ont défini comme normes pour essayer de cadrer plus ou moins ces initiatives et ne pas laisser le monde de la paysation amener un risque supplémentaire sur les ratios bancaires, mais plutôt l'inverse, et amener plutôt de la croissance autre qu'autre chose. Donc, encore une fois, un grand merci pour votre présence. Je vois que entre-temps, il y a énormément de personnes qui nous ont rejoints. Je pensais faire la présentation à une dizaine. Là, on est très nombreux. J'étais concentré sur la presse. Donc, merci beaucoup hein, pour votre présence. Merci beaucoup à Samy et à tous les autres organisateurs donc, de nous avoir donné cette opportunité-là. J'espère que tous, on va contribuer à cette croissance économique de notre Tunisie. On est tous contributeurs, tous à notre niveau. Même une miette dans la construction, c'est quelque chose. Donc, encore une fois, un grand merci. Encore une fois, je suis très fier si je vous ai présenté quelque chose qui pourrait vous ouvrir les yeux sur ces opportunités et j'espère que je vous ai amené ne serait-ce qu'un petit peu de valeur ce samedi matin qui va nous motiver tous pour les prochains jours. Merci. Merci, Monsieur Di, pour cette belle présentation et pour ces informations. Si vous pouvez répondre à quelques questions juste avant de clôturer. Avec plaisir. Alors, la première question, c'est de la part de Anis. Elle a dit bonjour, petite question par rapport au fintech, comment les réguler? Merci. C'est toute la problématique. Il y a des initiatives assez importantes. Je suis pas le spécialiste de ça. Sincèrement, j'ai pas les détails. Néanmoins, la problématique des banques aujourd'hui, c'est qu'ils ont d'autres sociétés qui ne répondent pas à la régulation bancaire, qui est extrêmement compliquée et détaillée et précise. Et elles sont, ces fintechs, en train de concurrencer les banques sur leur propre business. Donc, tout l'enjeu maintenant des banques, c'est comment répondre à des concurrents
qui ne répondent pas aux mêmes règles de jeu. C'est comme les taxis et les Uber, en fait. Pour faire du taxi, il y a tellement de normes et les chauffeurs de taxi ils sont obligés de suivre des formations bien précises, ils sont régulés d'une manière très importante. Et Uber, les chauffeurs, chacun il peut prendre une bagnole et puis derrière se dire je suis chauffeur Uber. Donc du coup, c'est extrêmement difficile pour les banques de concurrencer des petites vedettes, hein, alors que les banques, c'est des paquebots énormes, et des petites vedettes qui partent très, très, très vite et qui n'ont pas de permis de conduire. Merci. La deuxième question, c'est de la part de l'organisateur, Samy. Elle a dit l'interconnexion s'accompagne du risque accru quant à la cybersécurité en permettant à des prestataires de services d'avoir accès au compte bancaire d'un client. Comment les banques pourraient atténuer ces risques? Faut-il sécuriser? C'est une très, très bonne question, mais parce que c'est Samy, je réponds pas. Non, je plaisante. Non, c'est une très bonne question. Le seul bémol dans la question, en fait, les banques ne vont pas permettre aux tiers d'avoir accès au compte bancaire de leurs clients. C'est juste une interdiction euh, et le régulateur est très très clair. Donc, on ne peut pas donner des informations de cette nature à un tiers. Le client, c'est le seul qui a le droit de voir son propre compte et le client, c'est le seul avec la banque qui doit avoir accès à tout ça. Il y a aujourd'hui, par exemple, des API, pardon, des applications via une banque ou via autre chose qui te permettent, par exemple, euh, je suis client Société Générale et j'ai d'autres comptes chez BNP Paribas. Et donc, via l'application que j'ai, via ma banque 1, je peux avoir accès et à mon compte de la banque 1 et mon compte de la banque 2. Néanmoins, cette application-là qui vous permet d'avoir une vision sur votre deuxième compte, elle ne donne pas le droit de la première banque d'accéder à ces informations. Il n'y a que vous, hein, qui pouvez avoir l'accès à ces informations via cette API-là. Par contre, l'autre service provider, hein, que ce soit une banque ou autre, aujourd'hui, ça existe, ce type d'application. Hein. Donc, il y a une application bancaire, vous avez la visibilité sur votre compte bancaire de cette banque et les autres comptes bancaires si vous avez. Mais par contre, la banque initiale d'origine n'a pas le droit de regarder ces informations-là. C'est l'API qui se permet, via cette application, de se connecter à l'autre banque, de ramener de l'information sur votre smartphone, sur cette application, sans pour autant que le tiers ait accès à ces infos. J'espère que j'ai répondu à ta question, Samy. Bien sûr, merci. Donc, je dirais dans tous les cas, le consentement, il est là. Donc, je dirais s'il y a jamais des informations ou des données qui pourraient, selon un peu, je dirais, le système d'information qui sera mis en place, je dirais, ou les API ou les interactions, je dirais, de données des clients, il y aura certainement un cadre juridique qui, bien sûr, je dirais peut-être nécessairement informe un peu les clients et nécessairement avoir un peu implicitement le consentement du client. Tout à fait. It's a must, comme on dit en anglais. C'est très important. C'est une obligation légale. Et puis derrière, tel que je le disais, mon compte bancaire dans une banque A, hein, chez BNP par exemple, si je dis que mon application et uniquement mon application a le droit d'avoir cette information, le tiers, l'autre service provider qui m'a permis via cette application d'y aller consulter mon compte, n'a pas le droit de collecter cette information. Exactement. Je pense que Dr Anis Samt, il est là, il est de Dubaï, donc les Émirats Arabes Unis, il pourrait un peu, j'irais rejoindre un peu ce que tu viens de dire, un peu sur le fait que la finance maintenant est le nouveau pétrole un peu des Émirats Arabes Unis. Donc il faut un peu arrêter ces préjugés-là et passer à autre chose. Tout à fait, tout à fait. Et donc j'ai là, plus les chiffres, je les avais, les chiffres de la contribution au PNB, au PIB, pardon, de Dubaï sur la partie financière. Il est extrêmement plus important que la partie pétrolière et même exactement. touristique. Donc, ils ont tout fait pour gérer, atténuer tous les risques, faciliter au niveau réglementaire, attirer, gérer les startups, les experts en technologie, tout ça pour, bien sûr, faciliter les mouvements au niveau financier. Tout à fait. Tout à fait.
Et comme je le Bah, disais tout à l'heure, j'ai lu les rapports financiers de trois banques, surtout deux banques à Dubaï, et les deux, ils ont mis en place une APIisation pratiquement à 90% de leur système d'information aujourd'hui. Imaginons, extraordinaire. même les banques européennes aujourd'hui n'ont pas ça. Non, non, ils n'ont pas encore, ils ont pas encore atteint ce niveau-là. Ouais. En termes d'appisation, mais bon, bravo. Mais je suis d'accord avec toi, Vies, sur le fait que j'irai la Tunisie pourrait en tirer profit. Là, ça rejoint un peu ce que la session de Karim Hajej, j'invite tout le monde de la revoir parce qu'on va la partager dans les prochains jours. Une excellente session. Et ça rejoint parfaitement ce que tu viens de dire sur le fait que la Tunisie pourrait en tirer profit un peu de toutes ces transformations, de toutes ces technologies, de tous ces refontes qui vont s'opérer et qui Tout à fait. nécessitent absolument un peu, j'irai, du nearshore, de l'offshore, des partenaires, des experts, etc. Tout à fait. Et donc, j'irai, j'incite tous les Tunisiens à aller dans la technologie. Et hier, comme ce qu'on va dire un peu à Firas Hachta, est pareil. Le fait de faire du training, j'irai, en intelligence artificielle, c'est vrai qu'on n'a pas un marché là-dessus, mais on peut, j'irai, monter de la technologie et puis créer des partenariats et être un peu, je dirais, fournisseur, je dirais, de technologie aussi, Exactement. et, sans avoir un marché local. Voilà. Donc, Exactement. C'est avoir la possibilité d'offrir et de s'ouvrir au monde sans pour autant bouger de la Tunisie. Et imaginons le potentiel de la monnaie étrangère qu'on pourrait amener en Tunisie avec ce type de service. Et donc, sincèrement, tel que je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes assez loin de la digitalisation de notre système bancaire, mais nous sommes face à une opportunité assez importante. Si on la laisse partir, il y en a d'autres échapper. pays autour, d'accord, qui vont investir là-dedans et qui vont collecter l'ensemble des potentiels clients qui auraient besoin de ce type de ce type de service dans des pays tels que les nôtres. Ok. Encore merci, Thier. Merci Avec un grand beaucoup. plaisir. Merci à Et toi. puis, on espère, voilà, comment dire, te voir prochainement dans d'autres événements. Et puis, j'irai la journée.